À Jacksonville, en Floride, une jeune femme de 21 ans a disparu sans laisser de traces. Et ce qui semblait être un simple roman s'est transformé en un cauchemar qui allait choquer toute la ville. Savannah Page Gould était connue pour sa gentillesse, son empathie et sa manière douce de toujours placer les autres en premier. Une artiste prometteuse, une fille dévouée, une amie loyale. C'était quelqu'un qui croyait en la bonté des gens. Mais en août 2017, un message sur le téléphone portable de la famille a transformé l'espoir en désespoir. Des mots qui semblaient venir de Savannah parlaient d'un homme merveilleux et d'une fugue planifiée. Le problème? Ces messages n'étaient pas d'elle. Et ce qui avait commencé comme une simple disparition s'est bientôt révélé être un crime cruel, commis par quelqu'un en qui elle avait confiance. L'affaire Savannah Gould est, en même temps, une histoire d'amour et de tragédie. Elle montre comment la confiance peut devenir un piège, comment la méchanceté peut se cacher derrière des mots doux, et comment l'enquête policière a dû utiliser toutes les techniques possibles pour révéler la vérité. C'est aussi un rappel douloureux. Le danger n'est pas toujours dans l'ombre. Parfois, il nous sourit. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la vie de Savannah, les moments qui l'ont définie et l'homme qui lui a pris ce que personne ne devrait perdre, la vie. Mais vous verrez aussi comment la recherche de la vérité, même lente et difficile, peut révéler des détails que personne n'aurait jamais imaginés et nous laisser réfléchir sur la confiance, l'amour et la justice. Cet après-midi d'août, le soleil était encore haut lorsque le téléphone de la famille Gould a sonné. À l'autre bout du fil, une voix préoccupée a demandé si Savannah allait bien. Elle ne s'était pas présentée au travail. En quelques minutes, ce qui semblait n'être qu'un petit retard s'est transformé en un silence pesant. Le genre de silence que les parents ressentent dans leur poitrine avant même de comprendre ce qui se passe. Peu après, le portable de Daniel a vibré. C'était un message de sa fille. « J'ai rencontré un homme merveilleux et je m'enfuis avec lui. Je vous aime. J'appellerai quand nous arriverons. » Les mots étaient pleins de fautes. Il manquait des lettres et il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont il sonnait. Savannah écrivait toujours avec soin. Elle se souciait toujours des détails. Cette fois, cela ressemblait à une autre personne. C'est à ce moment-là que l'instinct paternel a pris le dessus. Ce n'était pas sa fille qui écrivait cela. Alors qu'il tentait de la rappeler, le téléphone d'elle était déjà éteint. Et ce qui avait commencé comme un simple avis d'absence s'est vite transformé en désespoir. La mère, Chérie, essayait de respirer profondément, mais la maladie qu'elle affrontait depuis des années rendait tout plus difficile. Elle connaissait bien sa fille. Une jeune femme au cœur immense, incapable d'abandonner la famille ainsi, sans un regard, sans un adieu. Savannah Page Gould n'avait que 21 ans. Elle rêvait d'une vie simple, pleine d'art, de couleurs et d'amour. Mais le jour où elle a disparu, tout ce qui restait, c'était des questions. Qui avait écrit ces messages? Pourquoi sa voiture était-elle sur le parking du restaurant, avec son sac à main à l'intérieur et le pneu crevé? Et, surtout, qui était l'homme qu'elle disait aimer? Ceci est l'histoire d'une jeune femme qui croyait aux gens, d'un amour qui est devenu un piège, et d'une enquête qui a montré combien de temps la vérité peut prendre. Mais elle finit toujours par apparaître. Voyons où tout commence. Avant d'être un nom dans les gros titres, Savannah Gould était simplement une fille ordinaire. Elle est née et a grandi à Jacksonville, en Floride. Une ville où tout le monde semblait se connaître, où les gens se saluaient au marché et où les voisins demandaient encore « Comment va votre mère ?» Savannah était le genre de personne qui illuminait l'endroit, même quand elle ne le remarquait pas. Ses amis disaient qu'elle avait le rire facile et une façon légère de transformer n'importe quel moment en quelque chose de beau. Depuis son enfance, elle se démarquait par sa sensibilité. Elle adorait dessiner, danser et passait des heures à coudre des vêtements pour ses poupées quand elle était enfant. Son rêve avait toujours été d'étudier l'art, créer quelque chose qui ferait ressentir des émotions aux gens. Mais la vie, comme cela arrive souvent, avait d'autres plans. Quand Savannah était au lycée, sa mère, Chérie, a reçu un diagnostic qui allait tout changer, le cancer. La famille a affronté la nouvelle avec courage, mais Savannah, plus que quiconque, en a senti le poids. Elle aurait pu partir, suivre sa vie, étudier ailleurs. Elle avait obtenu une bourse dans une école d'art prestigieuse, dans un autre État. Mais elle a préféré rester. Elle est restée parce qu'elle savait que sa mère avait besoin d'elle et parce qu'elle croyait que l'amour d'une fille vaut plus que n'importe quel diplôme. Pendant que ses camarades faisaient des plans pour voyager,
Savannah passait ses nuits à aider sa mère à se lever, à lui préparer des repas légers, l'accompagnant à ses rendez-vous. Elle a appris tôt à gérer la peur sans la laisser prendre le dessus. Et même face à la douleur, elle continuait de sourire. Elle était du genre à apporter des fleurs pour égayer la chambre d'hôpital et qui, même épuisée, disait « Tout ira bien, maman ». Les voisins la décrivaient comme quelqu'un de trop bon pour ce monde. Et peut-être avait-il raison. Savannah croyait que tout le monde avait quelque chose de bon en soi. Elle aidait ceux qui en avaient besoin, proposait de les conduire, prêtait de l'argent, donnait des conseils. Mais cette même pureté, cette confiance presque naïve, la mettait parfois dans des situations dangereuses. Elle ne savait pas dire non à quelqu'un qui semblait avoir besoin d'aide. Et au fond, elle croyait peut-être que l'amour, sous n'importe quelle forme, pouvait tout guérir. C'est avec ce cœur ouvert que, à 21 ans, elle a commencé à travailler comme serveuse dans un restaurant appelé Bonefish Grill. Elle aimait l'ambiance, l'agitation, les rires entre collègues. Elle disait que là-bas, elle se sentait faire partie de quelque chose. Elle était dévouée, ponctuelle, appréciée de tous. Mais dans ce même endroit, où elle servait des repas et échangeait des sourires, le destin préparait quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Parmi les employés se trouvait un homme nommé Lee Rodart. Il était gérant, de quelques années son aîné, avec une allure calme et une voix qui inspirait confiance. Au début, Savannah le voyait seulement comme un chef attentionné, quelqu'un qui complimentait son travail et lui demandait si tout allait bien à la maison. Mais avec le temps, son attention est devenue plus personnelle. Petits compliments, messages en dehors des heures de travail, rencontres rapides sur le parking, jusqu'à ce que ce qui ressemblait à de l'amitié devienne quelque chose de plus. Peu de gens le savaient, mais Lee avait une petite amie. Malgré cela, il promettait à Savannah qu'il allait mettre fin à cette relation, que tous les deux seraient vraiment ensemble. Elle l'a cru, non pas par naïveté, mais parce qu'elle était incapable d'imaginer que quelqu'un puisse mentir sur quelque chose d'aussi simple que l'amour. Et pendant que sa mère luttait contre le cancer, Savannah vivait son propre conflit, entre la raison qui disait « éloigne-toi » et le cœur qui demandait « attends encore un peu ». Elle a choisi d'attendre, comme elle le faisait toujours, parce que c'était ainsi qu'elle vivait, en croyant que les gens pouvaient changer, que l'amour pouvait suffire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en choisissant de rester, elle se rapprochait de l'homme qui, des semaines plus tard, éteindrait pour toujours l'éclat que tous voyaient en elle. Le côté dangereux de l'amour mystérieux. La relation entre Savannah Gold et Lee Rodart a commencé comme une amitié discrète. Il était le gérant, elle l'une des employées les plus dévouées du restaurant. Au début, ils semblaient juste être des collègues qui s'entendaient bien. Ils échangeaient des rires, partageaient des histoires sur le travail, commentaient l'affluence du soir. Mais peu à peu, les conversations sont devenues plus longues, plus intimes, plus chargées de quelque chose que personne ne pouvait nommer. Lee savait ce qu'il faisait. Il était plus âgé, plus expérimenté et occupait une position d'autorité. Il s'approchait avec précaution, choisissant toujours les bons mots, le bon regard. Savannah, avec son cœur ouvert, croyait qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait, quelqu'un qui voyait en elle ce que beaucoup ne voyaient pas, une femme forte, mais en manque d'affection et d'attention. Il se montrait protecteur, lui demandait si elle mangeait bien, si elle avait besoin d'aide pour s'occuper de sa mère. Ces petites attentions ont touché Savannah d'une manière que peu de gens comprendraient. Après des années à faire passer les autres en premier, quelqu'un, enfin, semblait la faire passer en premier. Mais ce que Savannah ne savait pas, ou peut-être ne voulait pas voir, c'est que Lee avait déjà une autre vie. Il avait une petite amie nommée Chelsea, avec qui il vivait une relation faite de ruptures et de réconciliations. Et, derrière son visage calme, il y avait quelqu'un de possessif, de jaloux et habitué à avoir le contrôle de tout. Au restaurant, leur relation était un secret. Il y avait des règles claires qui interdisaient les relations entre gérants et employés. Si quelqu'un le découvrait, ils pourraient tous les deux être renvoyés. C'est pourquoi les rencontres avaient lieu loin de là, dans sa voiture, pendant les pauses ou dans des rues plus isolées de la ville. Savannah savait que cet amour était risqué, mais elle se convainquait que le sentiment véritable justifiait le danger. Avec le temps, le ton de la relation a commencé à changer. Lee s'est mise à envoyer des messages au milieu de la nuit, exigeant des réponses rapides. Il lui demandait où elle était, avec qui elle sortait, et pourquoi elle mettait tant de temps à répondre. Quand elle essayait de s'éloigner, il s'excusait, promettait de changer. Et Savannah,
comme tant de fois auparavant, choisissait de pardonner. Elle disait que tout le monde mérite une seconde chance, et parfois même une troisième. Ses amis les plus proches ont remarqué le changement dans son comportement. Savannah, autrefois pleine de vie, semblait plus distraite, plus préoccupée. Elle a raconté à l'une d'elles que la relation était compliquée, mais qu'elle croyait encore que cela pouvait fonctionner. Elle ne voulait pas abandonner. Peut-être par peur d'être seule, peut-être parce qu'elle croyait que le véritable amour nécessitait de se battre. Pour Lee, cette relation était un mélange de désir et de contrôle. Il ne supportait pas l'idée de la perdre, mais il ne voulait pas non plus que quiconque sache qu'elle existait. Il était, en même temps, l'homme qui disait « je t'aime » et celui-là même qui effaçait toute trace d'elle quand quelqu'un posait trop de questions. Les jours précédant sa disparition, les collègues de travail ont remarqué l'atmosphère étrange. Savannah semblait nerveuse, regardait son téléphone avec hésitation. Certains ont dit qu'elle avait mentionné une dispute récente avec Lee, d'autres qu'elle pensait à tout arrêter pour de bon. Mais personne n'imaginait que ce conflit, comme tant d'autres, se terminerait de manière aussi brutale. La dernière semaine de juillet 2017, Savannah a écrit dans son journal une phrase courte, presque un exutoire. « Je veux croire que c'est l'homme qu'il me faut. Je ne sais juste plus si c'est sûr. » C'était une ligne simple, mais chargée de pressentiments. Quelques jours plus tard, elle quitterait la maison pour la dernière fois, croyant encore que l'amour pouvait être réparé, même lorsqu'il était déjà en morceaux. Le jour où elle a disparu, c'était un mercredi, le 2 août 2017. Savannah s'est levée tôt, comme elle le faisait tous les jours. Le ciel était dégagé et la chaleur typique de la Floride se faisait déjà sentir. Elle a pris son petit déjeuner avec ses parents, a aidé sa mère avec ses médicaments et s'est préparée pour le travail. Tout semblait normal, trop ordinaire pour un jour qui allait changer tant de vies. À 17h15, elle est partie de chez elle avec l'uniforme du restaurant et le sourire habituel. Elle a dit qu'elle rentrerait tard, mais qu'elle apporterait un dessert pour sa mère. Ce fut la dernière fois que Daniel et Sherry ont vu leur fille vivante. Environ 1 heure plus tard, le téléphone a sonné chez la famille Gold. C'était le Bonefish Grill. La voix à l'autre bout du fil demandait, d'un ton inquiet, si Savannah allait bien. Elle ne s'était pas présentée pour son service, ce qui était complètement inhabituel. Savannah était ponctuelle, responsable, et n'avait jamais manqué sans prévenir. Daniel a tenté de garder son calme, pensant que peut-être la voiture était tombée en panne ou qu'elle s'était arrêtée pour aider quelqu'un, comme elle le faisait si souvent. Mais peu après, son portable a vibré. Un message court, avec des erreurs qui semblaient si flagrantes pour ceux qui la connaissaient. « J'ai rencontré un homme merveilleux, et nous fuyons ensemble. Je vous aime. Je parlerai quand nous arriverons. » Daniel a lu et relu ces mots. Ce n'était pas sa façon d'écrire, ni sa façon de parler. Savannah ne disparaîtrait pas ainsi. Elle ne laisserait pas sa mère malade, ni son travail, ni le foyer qu'elle chérissait tant. L'instinct paternel a pris le dessus. Quelque chose n'allait pas. Ils ont essayé d'appeler. Rien. Le téléphone était déjà éteint. Quelques minutes plus tard, le frère de Savannah, Chris, a également reçu un message. Il disait qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle partait avec son petit ami. Il y avait même des gros mots, quelque chose d'impensable venant de la part de sa sœur si douce et polie. C'est à cet instant qu'ils ont tous compris. La personne qui écrivait ces messages n'était pas Savannah. Les heures suivantes furent un désespoir croissant. Les parents ont quitté la maison et sont allés jusqu'au restaurant. Là, ils ont trouvé sa voiture, une Kia blanche garée à l'extérieur. Les portes n'étaient pas verrouillées. À l'intérieur, son sac à main, son portefeuille, son téléphone et ses papiers. Rien n'indiquait qu'elle soit partie de son plein gré. Et un autre détail attirait l'attention. L'une des roues avait le pneu crevé. La police a été appelée immédiatement. Les recherches ont commencé, les entretiens, les questions auxquelles aucune famille ne veut répondre. Qui l'a vue en dernier? Avait-elle des ennemis? Avait-elle des problèmes émotionnels? Les réponses étaient toujours les mêmes. Non. Savannah était une jeune femme calme, appréciée, équilibrée. Mais il y avait un nom qui commençait à se répéter dans les dépositions des collègues de travail, Lee Rodart, un homme avec qui elle avait une relation compliquée et secrète. Pendant que la police retraçait le dernier itinéraire connu de Savannah, examinait les messages et appelait les amis, quelque chose a commencé à se dessiner. Les caméras de sécurité du parking du restaurant avaient tout enregistré. À 17h31, sa voiture arrive. Savannah se gare, sort du véhicule et, sans hésiter, monte dans la voiture de Lee.
une Chevrolet Malibu argentée. Elle semble tranquille, comme si elle était là de son plein gré. Mais quelques minutes plus tard, les images montrent quelque chose de différent. La voiture bouge, les portes s'ouvrent et se ferment rapidement. Puis, le silence. Le véhicule reste immobile pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'homme sorte, marche jusqu'à la voiture de Savannah et crève le pneu. Peu après, il retourne dans sa propre voiture et s'en va. On ne reverrait plus jamais Savannah vivante. Cette nuit-là, la famille Gold est restée éveillée jusqu'à l'aube, attendant un appel, un indice, un miracle. Mais ce qui est arrivé, le lendemain, fut seulement la confirmation que cette vidéo, capturée par une caméra froide et silencieuse, serait le dernier enregistrement de la fille qu'ils aimaient tant. La preuve de la vidéo qui a tout changé. Lorsque la police a visionné la vidéo pour la première fois, la salle est devenue silencieuse. Ce n'était pas juste un autre enregistrement de surveillance. C'était la dernière image de Savannah Gold vivante. La jeune femme qui avait quitté la maison de ses parents en souriant était maintenant assise sur le siège passager de la voiture d'un homme qui lui avait promis de l'aimer. Quelques minutes plus tard, elle disparaîtrait pour toujours. Les enquêteurs ont mis la vidéo en pause plusieurs fois. Le mouvement à l'intérieur de la voiture semblait indiquer une dispute. Des portes s'ouvrant et se fermant rapidement, comme si quelqu'un tentait de s'enfuir. Et puis, plus rien. Le calme soudain qui suit le chaos. Le genre de silence qui, dans une enquête criminelle, signifie presque toujours le pire. L'identification du véhicule a été rapide. Une Chevrolet Malibu argentée, modèle 2012, enregistrée au nom de Lee Rodart. Le même Lee qui était gérant du restaurant où travaillait Savannah. Le même homme avec qui elle entretenait une relation secrète. Les collègues de travail ont confirmé le lien entre eux deux, mais peu savaient que la relation était si intense. Selon certains employés, le couple s'était disputé récemment. Savannah aurait dit qu'elle voulait mettre un terme définitif à cette histoire. Lee, de son côté, n'acceptait pas l'idée de la perdre. Quand les enquêteurs sont allés au restaurant pour lui parler, Lee semblait trop calme. Il a dit qu'il était aussi inquiet, que Savannah était comme une partie de l'équipe et qu'il aiderait du mieux qu'il pouvait. Il a distribué des prospectus, a participé aux recherches et a même parlé aux journalistes locaux. Il semblait sincèrement ébranlé. Mais les détectives, habitués à lire les expressions et les petits gestes, ont remarqué quelque chose d'étrange. Une sérénité feinte, trop froide pour quelqu'un qui se disait dévasté. Les images de la caméra ont été analysées image par image. Il n'y avait aucun doute. L'homme qui sortait de la voiture, crevait le pneu du véhicule de Savannah puis retournait au sien, était Lee Rodart. L'enquête a pris une nouvelle direction. Désormais, la priorité n'était plus de chercher une jeune femme disparue. C'était de prouver un meurtre. Même avec la vidéo, la police a décidé d'agir avec prudence. Ils ne voulaient pas l'effrayer, ni lui donner la chance de fuir ou de détruire des preuves. C'est pourquoi ils ont planifié une stratégie minutieuse. Lee serait convoqué au poste de police, mais sous un autre prétexte. Rien qui ne le fasse soupçonner qu'il était déjà surveillé. Pendant ce temps, la famille de Savannah essayait de gérer le désespoir. Daniel passait ses journées à côté du téléphone, attendant un appel qui ne venait pas. Sherry, affaiblie par la maladie, répétait que sa fille reviendrait, que tout cela était une erreur. Mais au fond, ils savaient tous les deux. Aucun père, aucune mère, n'a besoin de preuves pour sentir quand le pire est déjà arrivé. De leur côté, les policiers savaient qu'ils étaient face à une affaire délicate. Lee était intelligent, s'exprimait bien et, jusqu'alors, n'avait pas d'antécédents graves. Il niait tout, coopérait, mais chaque mot semblait soigneusement calculé. C'était le genre d'homme qui savait mentir en regardant dans les yeux. La vidéo, cependant, ne mentait pas. Et derrière ce calme apparent, les enquêteurs savaient qu'il y avait quelque chose sur le point de se briser. Il ne manquait qu'une brèche, une erreur, une hésitation, un détail qui le ferait s'effondrer. C'est alors qu'ils ont décidé d'agir. Le 5 août, 3 jours après la disparition, Lee Rodart a été discrètement interpellé sur son lieu de travail. La justification officielle était une simple infraction routière, un mandat en suspens pour une amende impayée. Mais la vraie raison était autre. La police voulait qu'il croie qu'il était là par erreur, sans imaginer que la salle où il serait conduit était déjà préparée pour la confrontation finale. À partir de ce moment, le sort de l'affaire et la vérité sur ce qui était arrivé à Savannah Gold dépendraient d'une seule chose, ce qui se passerait à l'intérieur de cette salle d'interrogatoire.
Le jour dans la salle d'interrogatoire. Lee Rodart a été conduit au poste de police par un chaud matin de samedi. Il n'était pas menotté et les policiers étaient aimables. Tout a été fait pour que cela ressemble à une simple conversation, une formalité. Il croyait être là à cause d'une vieille amende, quelque chose de rapide, sans importance. Mais en entrant dans la salle d'interrogatoire, il a réalisé que ce ne serait pas une rencontre ordinaire. La porte s'est refermée derrière lui. Aucun policier n'a rien dit. Ils l'ont laissé seul. L'horloge au mur marquait le temps en silence. Les minutes se sont transformées en près de 2 heures. C'était la première tactique, l'isolement. Les enquêteurs savaient que le silence, aussi simple que cela puisse paraître, peut briser n'importe quel masque. Pendant ce temps, Lee regardait autour de lui, bougeait ses mains, respirait profondément. Il essayait de comprendre pourquoi il était là. La confiance qu'il avait montrée dans les premières minutes a commencé à laisser place à l'inquiétude. Et quand un détective est enfin entré, il n'était déjà plus le même homme qui était arrivé d'un pas ferme et le regard calme. Le policier a commencé doucement. Questions neutres, sur sa routine, son travail, sa famille. Lee a répondu avec tranquillité, essayant de paraître coopératif. Mais ensuite est venu le nom qui allait tout changer. Savannah Gold. Le détective a demandé quand il l'avait vue pour la dernière fois. Lee a hésité une seconde, assez pour que l'enquêteur le remarque. Il a dit qu'il s'était reparlé, quelques jours avant, qu'elle semblait bien, qu'il ne savait rien. Le policier a juste hoché la tête, sans réagir, et, de manière presque désinvolte, il a mentionné les éraflures sur le cou et les bras de Lee. Il a tenté de se justifier. Il a dit qu'il s'était blessé en aidant un ami à déménager. Puis il a changé de version. Il a dit que c'était le résultat du stress dû à la disparition. Chaque réponse l'enfonçait un peu plus. Avec le temps, la conversation est devenue plus directe. Le policier a mentionné les caméras de sécurité sans révéler ce qu'elles montraient. Il a juste dit qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. C'est à ce moment-là que la voix de Lee a tremblé pour la première fois. Il a admis qu'il avait rencontré Savannah sur le parking ce soir-là. Selon lui, ils s'étaient disputés et elle était sortie de la voiture furieuse. Il a inventé qu'un autre homme, conduisant une camionnette verte, s'était arrêté et que Savannah était montée dans le véhicule et était partie. Les enquêteurs savaient que c'était un mensonge. Les images montraient déjà le contraire. Savannah n'est jamais sortie de cette voiture, mais ils ont continué à écouter. Ils voulaient qu'il croie qu'il avait encore le contrôle du récit. C'est alors qu'est venue la deuxième tactique, la minimisation. Le détective a commencé à parler d'un ton plus doux. Il a dit qu'il comprenait ce que c'est que de perdre le contrôle, que des accidents arrivent, que peut-être il avait seulement essayé de se défendre. Lee a commencé à secouer la tête, en silence. Ses mains tremblaient, et pour la première fois, ses yeux se sont remplis de larmes. C'est à cet instant que les aveux ont commencé à émerger, fragmentés, confus. Il a dit que Savannah l'avait attaqué, qu'il avait essayé de la retenir, qu'il voulait juste la faire arrêter. Mais, au milieu des contradictions, une phrase s'est échappée, courte et dévastatrice. Elle ne respirait plus. Le détective n'a pas répondu. Il a juste attendu. Et Lee a continué, comme si le silence l'obligeait à dire le reste. Il a raconté que, après la panique initiale, il avait mis le corps de Savannah dans la voiture et avait conduit sans but. Il a fini par se rendre dans un endroit isolé où il pensait que personne ne le verrait. Là, il a tenté de se débarrasser du corps, en brûlant les restes et en jetant ce qui restait dans un lac. À la fin de ses aveux, il a simplement baissé la tête. L'homme qui disait aimer Savannah s'était transformé en l'assassin qui admettait maintenant l'avoir retirée de ce monde. Pour les détectives, la vérité avait été dite. Mais pour la famille de Savannah, le véritable enfer ne faisait que commencer. Après les aveux, la police savait qu'elle devait localiser le corps de Savannah Gold. Chaque minute était précieuse, mais Lee Rodart semblait porter le poids du monde en silence. Il a raconté, d'une voix basse et presque monotone, ce qu'il avait fait. Après la dispute sur le parking, il a emmené Savannah dans un endroit isolé, loin des regards, loin de la ville qu'elle aimait. Et là, sa vie lui a été arrachée pour toujours. Lee a expliqué, de manière troublante et méticuleuse, comment il avait brûlé le corps. Il avait choisi l'endroit en pensant à ne laisser aucune trace. La nuit semblait son allié, le feu et la fumée dissimulant chaque détail. Quand il a eu terminé, il a jeté les restes dans un lac, espérant que l'eau cacherait à jamais les signes de la vie qu'il avait détruite.
Chacun de ces mots était froid, presque répété, mais chargé d'un poids insupportable. Les enquêteurs notaient tout, conscients qu'ils étaient face à quelqu'un qui tentait de rationaliser un crime odieux. Pour la police, chaque détail était crucial. Chaque action de Lee était une preuve qu'il ne s'agissait pas d'un accident, comme il insistait à le dire. Même en s'appuyant sur la loi Stand Your Ground, prétextant la légitime défense, ses propres actions démentaient toute justification. Le corps brûlé et jeté dans le lac était la preuve que Savannah n'avait eu aucune chance de survivre. Quand la nouvelle est parvenue à la famille, leur monde s'est effondré à nouveau. Daniel et Sherry, qui avaient déjà ressenti le désespoir de la disparition, affrontèrent maintenant la réalité du meurtre. La mère, affaiblie par la maladie, a tenté de garder contenance, mais le choc était trop grand. Le père, Daniel, a ressenti une culpabilité profonde, une douleur qui ne tenait pas dans sa poitrine. Savannah, la fille qui plaçait toujours tout le monde avant elle, qui souriait même dans les moments les plus difficiles, qui croyait en l'amour et en la bonté des gens, avait été arrachée de manière brutale. Le corps a finalement été récupéré, mais dans des conditions qui rendaient l'expertise difficile. L'identité confirmée a apporté un soulagement amer. Il pourrait enfin offrir à Savannah un enterrement digne, mais la perte était irréparable. Chaque détail de l'enquête, chaque preuve, chaque aveu, tout convergeait pour raconter la même histoire. L'amour auquel elle avait fait aveuglément confiance était devenu le piège le plus mortel de sa vie. Pendant ce temps, la communauté réagissait avec choc. Les amis et les voisins qui connaissaient Savannah ne parvenaient pas à comprendre comment quelqu'un pouvait faire autant de mal à une personne si douce. Commentaires, fleurs, bougies, des tentatives de rendre hommage à une vie interrompue trop tôt, mais rien ne pouvait effacer le sentiment d'injustice, de froideur absolue. Pour Lee, la fin semblait tranquille. Il croyait avoir contrôlé le récit, avoir effacé toutes les preuves. Mais la police savait que le chemin de la justice ne faisait que commencer. Et pour la famille, chaque jour qui passait sans condamnation était un coup de plus, un rappel de plus de la fragilité de la vie face à la cruauté humaine. Au fond, l'histoire de Savannah Gold montrait que la bonté peut être une arme de vulnérabilité, que faire confiance à l'amour et à l'honnêteté des gens ne garantit pas toujours la protection, que, parfois, la vie choisit de tester jusqu'où le cœur peut supporter, et que, même dans les cendres de ce qui restait, la vérité trouve toujours son chemin. La justice des années ont passé depuis cet après-midi d'août 2017. La disparition de Savannah Gold n'avait pas seulement marqué la vie de sa famille, mais aussi la communauté de Jacksonville. Chaque souvenir, chaque photo, chaque sourire d'elle portait désormais un poids différent, un mélange de nostalgie et de douleur. Lee Rodart, l'homme qui avait promis l'amour, continuait à faire face aux conséquences de ses actes. Entre les reports judiciaires et les lourdeurs administratives, le processus semblait s'éterniser. La pandémie n'a fait que retarder davantage la justice, laissant la famille à la merci du silence et de l'incertitude. Daniel, le père, vivait entre la culpabilité et l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, voir l'assassin condamné apporterait un certain soulagement. Sherry, la mère, affaiblie par le cancer, s'accrochait à chaque nouvelle du procès, comme si elle pouvait retenir le temps, empêcher le monde de continuer sans sa fille. En 2024, Sherry est décédée, sans être témoin de la sentence qu'elle attendait tant. Son cœur s'est reposé, mais il a emporté avec lui le dernier fil d'espoir de voir la justice rendue complètement. Daniel, seul, a continué de porter la mémoire de Savannah, essayant de trouver un sens dans un monde qui semblait avoir perdu la logique la plus élémentaire, la protection de l'innocent. Finalement, Lee a accepté un accord, 40 ans de prison. Ce n'était pas la liberté pour la famille, ce n'était pas la réparation complète pour le dommage irréparable, mais c'était la confirmation qu'il n'échapperait pas impunément. La sentence, cependant, a suscité des sentiments mitigés. La justice avait eu lieu, mais le silence de Sherry, l'absence de Savannah et la douleur qui persistait ne pouvaient pas être comblés par des chiffres dans un dossier judiciaire. La communauté, les amis et les collègues de travail se souvenaient d'elle avec tendresse, mais aussi avec un sentiment d'alerte. Savannah Gold, une jeune femme au cœur immense, rappelait à tous que le danger n'est pas toujours dans l'ombre. Parfois, il s'approche en souriant, promettant amour, soin, protection. Et puis, il révèle son vrai visage. Pour Daniel, la leçon était douloureuse et claire. Il a compris que la confiance aveugle peut être dévastatrice, que les cœurs les plus purs ne sont pas immunisés contre la méchanceté,
et que l'amour, aussi authentique soit-il, doit être accompagné de prudence. Chaque photographie, chaque dessin de Savannah, chaque souvenir de rires au dîner, devenait désormais un rappel silencieux. Le danger peut venir de là où on l'attend le moins. Et, au final, l'histoire de Savannah Gold s'est transformée en quelque chose de plus grand que la tragédie personnelle. Elle est devenue un avertissement, un appel à la vigilance pour les personnes qui aiment inconditionnellement, mais qui doivent apprendre à se protéger elles-mêmes et ceux qu'elles aiment. Sa vie, bien qu'interrompue, n'a pas été oubliée. Les héritages de bonté, la sensibilité, la confiance qui un jour a charmé tant de gens, restent vivants dans la mémoire de ceux qui l'ont connue. Et même à travers les larmes, il y a un fil d'espoir. La vérité trouve toujours son chemin, même lorsqu'elle arrive trop tard. Et la justice, bien qu'imparfaite, parvient à donner une voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Dans le silence qui a suivi la condamnation, demeure la réflexion finale. Tout amour n'est pas sûr, toute promesse n'est pas vraie. Et le cœur humain, aussi généreux soit-il, doit apprendre à reconnaître l'ombre qui se cache derrière un sourire.